Alors Tony, ce café il est bon. Hein, on est là pour faire... Café le matin avec ses copains, ou son copain, ou sa copine, ou voilà. Alors qu'est-ce que... Donc là on est là avec ta fille Juliette. Avec ma Juju, oui. Voilà, Juju. Ah, Juju, tu te montres pas? Elle adore les petits déjeuners. Elle adore manger, Juliette. Hein? Ben, moi aussi, nous aussi. Donc après un bon café, on peut te poser quelques questions plus ou moins discrètes, du genre... on a l'impression que tu radotes beaucoup dans tes cours, tes vidéos. Alors comment tu disons que mes radotages sont appelés par des oreilles qui ont besoin de ce radotage. Des oreilles bouchées. Les oreilles sont bouchées. On sait bien que la vraie pédagogie, c'est dans la répétition. Dans la répétition. Donc, les artistes, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Donc tu appliques ce principe. Disons que c'est, quand je vois par exemple même avec des anciens élèves qui ont fait plusieurs formations et qui même au bout d'un certain temps, eh bien, tu te rends compte que c'est pas mauvais de réviser tout ça, et puis il y a des aspects principaux qui leur ont échappé, quoi. Donc du coup, tu es poussé à répéter, puis finalement on ne répète pas vraiment. Tu prends les enseignements, je parlais tout à l'heure avec toi, de Fulcanelli, hein, tu ne comprends pas ça du premier coup. Je ne dis pas que je suis supérieur, c'est pas ça, mais quand on a quelque chose d'un petit peu original à partager, c'est normal de répéter, tout simplement. Tu prends Krishnamurti, pendant 60 ans, il n'a dit que la même chose, qui se résume à un seul mot, selon moi, regardez. Regardez, voilà. Il ne s'agit pas de mettre des solutions trop tôt à votre problématique, mais de l'observer, être dans l'observation. Ça a l'air dérisoire, mais peut-être que c'est le plus beau des yogas. Hein, le plus beau des... Yoga veut dire relier, donc la plus belle des religions. Donc finalement, tout ça revient à dire regardez. Regardez, je te vois là, je te vois. Ceci dit, donc tu as créé avec Thierry. Ouais. Oui, avec Thierry. L'école, les Pinoya. Avec Thierry Guillemin. Thierry Guillemin. Ouais. Tu peux nous parler de cette école Les Pinoya. Oui, Epinoya, c'est le nom. Qu'est-ce que ça implique comme changement dans ton enseignement déjà? Ça a l'air plus structuré par exemple. Oui, tout à fait. Et puis d'être avec la compagnie de quelqu'un qui a un grand cœur et puis une belle intelligence et qui pose des actes, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide moi-même aussi à me structurer d'ailleurs un petit peu différemment. Et c'est très agréable de faire des stages avec lui. De la même manière que j'ai fait des stages avec un alchimiste qui amène sa partie et puis j'amène ma partie et c'est la rencontre des deux qui est chouette, quoi, hein, qui est vraiment chouette. Et au niveau enseignement, voilà, c'est différent non, plus structuré apparemment. Oui, plus structuré, et puis ça va chercher des choses qui pour moi me semblent évidentes alors que c'est pas évident du tout. Ça c'est le décalage que je peux avoir. Oui, c'est l'avantage d'un autre regard. Ah oui. Y aller étape par étape, alors que j'aurais tendance à aller très vite, quoi. Et c'est pas très bon, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Oui, tu as peut-être tendance à parler de ce qui t'intéresse le plus, c'est-à-dire tes dernières recherches. Absolument. En ce moment... Alors justement, en ce moment, là... en ce moment, figure-toi que j'ai fait un parallèle avec un aspect de la grotte de l'Ermite, en pays Qatar, à Ussat, donc le deuxième œuvre. Un aspect... Tu fais un stage d'ailleurs, je crois, dans le pays Qatar. Non? Oui, à la fin du mois de septembre. Bon, alors tout dépend de ces histoires de coronavirus. Bon, on verra. Il faudra mettre le masque dans la grotte. Oui, et donc un aspect de cette grotte, en parallèle avec une maison de la Grande Place de Bruxelles qu'on appelle l'Ermitage, et une certaine portion de l'intérieur de la grande pyramide de Khéops, au niveau du puits dans lequel se trouve ce que j'ai appelé il y a déjà 30 ans la grotte de l'Ermite. Et on voit des choses extraordinaires où tu vois cette grotte de l'Ermite avec un puits qui descend bas et le puits en haut de cette grotte. Eh bien ces deux aspects, on peut les mettre en relation avec les deux moines, les deux ermites de la maison de l'Ermitage, où tu vois un moine assis, posé, c'est celui qui va vers le bas, vers la chambre souterraine de la grande pyramide, et un moine debout qui sort d'une forêt, comme s'il était passé par diverses expériences.
et donc entre la grande pyramide de Khéops et Bruxelles. Et en parallèle aussi avec la grotte de l'Ermite Qatar. Là, ça correspond à l'Ermitage. Non, l'Ermitage c'est à Bruxelles. Non, ça correspond au labyrinthe. Labyrinthe que je n'ai pas visité. Labyrinthe de quoi? Enfin, j'avais commencé à le visiter, puis après on avait arrêté, je ne sais plus pourquoi. Il y a longtemps, très Quel longtemps. labyrinthe? Oui, il y a un labyrinthe, on ne l'a pas visité. Dans les grottes Qatar? Entre la grotte de l'Ermite et la grotte de Bethléem, voilà. Mais on ne sait pas si ça débouche. Pour certains oui, pour certains non. Moi je sais que j'avais parcouru une... Souterrain, tu veux dire? Oui, c'est vraiment... C'est la grotte de l'Ermite, c'est celle où il faut ramper. Oui, bien sûr, c'est celle qui est, oui, absolument, où il faut être guidé quand même. Oui, il vaut mieux ne pas se perdre. Purée, oui, au retour. Et au retour de cette grotte de l'Ermite, tu as une fontaine qu'on appelle la fontaine sacrée, la sainte fontaine ou la fonte sancta. Et c'est là où l'initié Qatar, le grand maître, versait de l'eau. C'était une vasque d'eau, c'était une forme de baptême. Et là, il y a une galerie qui mène au labyrinthe. Et je me souviens, il y a bien 30 ans, ou plus, 35 ans, je l'avais fait avec un groupe, et au moment où on a voulu rentrer, dans la vasque, il y avait un serpent. Alors, on n'était pas rassuré. Un serpent, une couleuvre, une vipère, enfin peu importe, un petit truc. C'est pas rassurant parce que tu te retrouves dans des grottes pas plus épaisses que ça, puis si tu vois un serpent, merde, quelle horreur. Voilà. Et bon, il y avait quand même été. On a fait peut-être, je sais pas, une quinzaine de mètres, puis ça devenait vraiment problématique, quoi. Alors, je crois qu'on n'a pas osé aller plus loin, on a rebroussé chemin. Et donc, c'est cette voie-là qui mènerait au labyrinthe. Et là, Antonin Gadal, le patriarche Qatar, Antonin Gadal, lui, il avait fait toute la visite. Hein, oui. Il a passé peut-être 45 ans de sa vie à fouiller ces grottes. Et il y a à Ussat 52 grottes. Curieusement, le même nombre que le nombre d'écrits gnostiques retrouvés à Nag Hammadi. Écrits gnostiques retrouvés en 1945 en Moyenne-Égypte et qui n'ont pas pu être trafiqués par des autorités, comme c'est moderne. Donc, et là, on trouve des choses, l'évangile de Marie, le deuxième traité du Grand Sept, là où on voit les trois impulsions gnostiques, la gnose valentinienne, la gnose sétienne, 7, et la gnose hermétique. Voilà, il y a trois gnoses. Il y a 3 gnoses très intéressantes. Ah bah, il faudrait que tu développes. Ah ben, c'est ce que je suis en train de faire dans mon livre. Donc c'est ton prochain livre? Oui, enfin il va y avoir 2 prochains livres. Un sur l'alchimie gnostique individuelle, ça c'est un gros pavé, encore. Mais là je vais faire plusieurs tomes, parce que j'ai horreur des gros bouquins, mais bon. Et puis, tu peux parler. Ah, je peux, oui, absolument. Et puis le livre sur les grottes Qatar, où je vais parler des différentes gnoses. Je me suis inspiré de ce qui est paru aux éditions de la Pléiade. Comment ça s'appelle? Les écrits gnostiques de Nag Hammadi. Il faut des références. Oui, ah ben oui, attends, c'est complexe. Puis les gens qui font les traductions, c'est toute une équipe de chercheurs, voilà. C'est génial, quoi. Merci. Hein, donc 3 livres qui vont sortir. Ouais. Pourquoi 3? Un sur la gnose individuelle et un sur les grottes Qatar. 2 livres, d'accord. Oui, c'est dans les grottes Qatar où je vais parler des... Là, je suis vraiment dans l'aspect gnostique. Ouais. Donc ça, c'est sur quoi tu travailles maintenant? Oui. C'est tout frais. Ouais. C'est ce qui se passe maintenant. Ouais. Donc, alors, une petite question, tiens, on peut évoquer maintenant. Donc là, tu nous parles de ce que tu es là dans ces derniers jours, c'est vraiment tout frais. Ouais, alors, même si le bouquin n'est pas encore frais sorti. Ouais. Mais comment tu en es arrivé là, à ces recherches, c'est vrai, ton parcours à la fois initiatique et on va dire professionnel? Il paraît que tu es bio. Je suis bio. Tu sais qu'en numérologie, le mot bio, B-I-O, ça fait 26. T'es un vrai bio, 100% bio? Ouais, non. Non mais bon, tu as eu des magasins, un magasin. Ah bah oui. Certains, j'ai entendu des rumeurs. Oui, ben moi j'ai eu le premier magasin bio. Non, pas le premier magasin bio, le premier supermarché bio, qui faisait 350 mètres carrés, je crois, ou à peu près, à Thonon, Bio-Léman.
hein, sur le lac Léman. Et c'était dans les années 89. Il n'y en avait pas. Alors je crois qu'il y a à peu près dans les mêmes époques, je ne sais pas si c'est à Nantes ou à Rennes, où il y avait un gars qui avait monté aussi une structure un peu plus grande que les magasins habituels. Et voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais là, par exemple, c'est une longue histoire. Disons que voilà, j'étais blessé suite à quelque chose qui s'était passé dans le karaté. Bon, je m'étais blessé. C'est une très très bonne chose d'ailleurs. Ça m'a permis de changer de vie. Mais étant blessé, je m'étais fait opérer 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas mieux. Et par la suite, il y a des médecins qui m'avaient dit « mais on n'aurait jamais dû vous opérer, ça ne servait à rien ». Enfin bon, bref. Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à l'argile, mettre de l'argile sur l'épaule. Voilà. Et puis de fil en aiguille, l'argile, j'allais la chercher dans un petit magasin bio qui était à Thonon, tenu par une vieille dame, Madame Bourgeois. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé, puis j'ai su qu'il existait des COP, c'était le début des COP bio dans les années, je ne sais pas combien, moi, 75, comme ça. Et j'ai pris le train depuis Thonon ou Annemasse jusqu'à Lorient pour aller voir, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un gars qui est un grand spécialiste, Désiré Mérien, je ne sais pas s'il vit toujours, et qui prônait le jeûne. Les cures de Shelton, des choses comme ça, végétarien, voilà. Alors j'y suis allé et il a dit « mais qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il avait 3-4 cartons et ils avaient réuni quelques familles et puis ils achetaient leurs produits bio parce que je crois qu'il n'y avait pas de magasin bio et voilà. Et j'ai traversé la France pour aller voir, voir comment ils faisaient. Et voilà, puis très rapidement, après j'ai travaillé sur les marchés à vendre des plantes, là, et ça a été le dernier emploi que j'ai eu chez un patron, chez une patronne d'ailleurs, une maniaque, et avec le recul je la remercie. Elle me faisait démonter tout le camion parce qu'il y avait un carton qui n'était pas bien mis au fond. Ah, j'ai souffert, hein, une maniaque. Mais Tony, c'est pas bien fait là-bas, il va falloir tout refaire. Alors je fermais ma gueule parce que c'était un boulot. Et j'étais bien content parce que je travaillais sur les marchés, donc j'ai fait les marchés pendant quelques temps. Et heureusement, parce qu'auparavant j'avais fait d'autres métiers. J'ai même été aux pompes funèbres pendant un jour. C'est pas tenu plus longtemps. Il y avait plein de trucs que j'ai vécu en une seule journée aux pompes funèbres. Le patron il disait, il dit, en tout cas, tu ne manqueras jamais de boulot chez moi. Il dit, on a toujours de la matière première. Je me souviens, il a essayé de vendre un cercueil qui était 2 fois trop grand pour un mort. C'était le frère du mort qui était venu, un chauffeur de taxi de Morzine. Et il disait, mais vous savez, mon frère, le corps, il est tout petit. Il dit, ah non, mais il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il soit bien, avec un coussin, des dentelles, des machins trucs. Alors on préparait des couronnes, toutes violettes, comme ça, avec des fleurs violettes. Et puis, après, on avait été à la morgue de Thonon. Et elle dit, voilà, par exemple, ici, vous voyez, c'est un arabe, il est mort, il est tombé en mobilette, et tu vois, il était comme ça. Il dit, alors ici, c'est des musulmans, donc vous faites rien. Vous mettez là, vous laissez la famille regarder le mort. Ok. Et puis, il dit, alors par contre, là, c'est une vieille dame, Madame Jeanne, qui est morte, une vieille dame, comme ça. Alors il me montrait comment sortir le bénitier pour la bénir, etc. Tu vois. Après, tu sais, il sortait les chariots des frigos, comme ça. Et tu voyais le mort qui tremblait parce qu'il était un peu brusque, tu vois. Puis après, quand voilà, t'as compris, c'est bon, voilà. Alors, il renvoyait le chariot avec le mort dans le frigo, là. Il balançait ça à une vitesse. Ça faisait un pong, et tu voyais le mort qui se comme ça. Tu vois. Puis il dit, oh merde, j'ai oublié de la mesurer. Hop, il ressortait le chariot, il sortait son mètre, comme ça. Et tu voyais le maître passer chez le mort comme ça. Après, il allait draguer les drôles d'expérience. Ouais, il allait draguer les réceptionnistes de l'hôpital de Thonon là, pour essayer que quand il y avait un mort, elles le préviennent tout de suite, tu vois. Parce qu'il y avait une concurrence avec d'autres pompes funèbres. Alors donc j'ai quitté là-bas et puis j'ai cherché un boulot, j'avais rien. Et j'ai vu une petite annonce, cherche chauffeur pour faire les marchés. Et ça a été mon dernier métier, mais alors en même temps, tu vois, vendre des herbes dans les marchés de Haute-Savoie,
Voilà. Et Donc puis, ça t'a introduit dans la plante médicinale. voilà, exactement. Donc ça date des années 72, 73, oui, 73, 74, oui, 73, 74. Et déjà à l'époque, tu t'intéressais à nos recherches, si on peut dire, l'hermétisme, la chimie. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. La Rose-Croix d'Or. Non, pas du tout. C'est venu après. Je me souviens d'un copain, la première personne que j'ai rencontrée ici à Thonon, c'était un gars qui parlait. C'était impressionnant. Il s'appelait Pierre, je ne vais pas citer son nom, mais un gars très, très chouette, très intelligent. Et il parlait d'un tas de sujets. Il me parlait de la réincarnation, des roses-croix, des machins. Et on travaillait à l'ONU, enfin ce qui était là. Voilà, un ONU, l'ONU. Enfin, ils agrandissaient, quoi. On tirait des câbles là-bas. Et j'entends le mot ésotérisme. Alors, j'ai demandé ce que ça voulait dire, parce que je confondais avec érotisme. Et il m'a dit, t'es con, tu sais pas ce que c'est. C'est intérieur. Alors, il m'a parlé d'un bouquin des Rose-Croix, comme ça, qui parlait de réincarnation. Alors moi, je disais, bah, attends, c'est des conneries, ça. Quand on meurt, puis c'est fini. Et puis tant mieux, d'ailleurs, il n'y a plus rien. Et voilà. Et voilà, petit à petit, comme ça, j'ai... Donc ça a été ta porte d'entrée. Oui, c'est un peu la porte d'entrée. Puis un jour, j'ai vu une affiche à Genève sur de la Rose-Croix d'Or, le Lectorium Rosicrucianum, réponse à Eugène Ionesco. Alors j'ai été assisté à la conférence. Tout le long, je n'ai absolument rien compris. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai compris qu'il parlait en français. C'est tout ce que je peux dire. Les mots étaient français, mais je n'arrivais pas à comprendre l'association des mots. Et à la fin de la conférence, il dit, est-ce qu'il y a des personnes qui posent des questions? Je me dis, mais en moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? On n'a rien compris. Puis il y avait un gars, un poilu chevelu, c'est yoga, l'Inde. Oui, que pensez-vous du vacuum, du vide Et je me dis, mais avec une question pareille, c'est impossible de répondre. Et l'autre, c'est un gars qui s'appelait Pierre d'ailleurs aussi, qui se met à lui répondre, où j'ai rien compris non plus. Mais il proposait une fois par semaine, le mardi je crois, le mardi soir, dans une petite salle, de nous donner pendant 7 semaines une approche de l'enseignement de la Rose-Croix d'Or. Et j'y suis allé, et tout le long, j'ai rien compris non plus, mais j'y allais. Et après, il proposait d'aller suivre un service de temple. Alors, à cette époque-là, ils avaient une petite salle à Lausanne. Alors, j'y suis allé, je suis arrivé en retard. Alors, eux, quand le service est commencé, la porte est fermée à clé. Hein. Mais moi, je m'étais tapé tout le lac, commencé à tambouriner la porte comme ça. Bon, ils sont venus ouvrir, évidemment. Et je dis, ben, je suis en retard, c'est ça. Bon, très doux, très sympa d'ailleurs. Avec le recul, je me rends compte que j'étais un peu nerveux. Tu es souvent en retard. Et alors, ben, ils m'ont assis, j'étais avec une copine à cette époque-là. Et j'ai là encore rien compris, j'ai cru que c'était des allumés. La gnose, je me dis, mais c'est quoi, c'est fou là, avec les yeux comme ça. En fait, c'était une dame qui était comme ça. Pendant longtemps, je l'ai jugée un peu comme allumée comme ça, puis par la suite, j'ai appris à la connaître. Elle était extrêmement chouette comme femme. Madame Rapin, qui est décédée, une femme chouette. Mais sur le moment, je ne le voyais pas. Et là, j'ai coupé les ponts avec eux, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça. Et ça a été par un autre biais que j'ai réentendu parler d'eux. Entre-temps, j'avais pris un restaurant en gérance, la première pizzeria de Thonon. Là, je ne l'ai pas créé, ça c'était un de mon ami Jackie. Non, voilà. Entre-temps, j'avais démarré un club de karaté à Thonon. Donc le premier club de karaté à Thonon-les-Bains, c'est moi. J'avais 77 élèves. Je travaillais 4 heures par semaine. Et j'ai tout arrêté, parce que comme j'étais blessé, je ne pouvais pas le faire à fond. Moi, si je fais un truc, je le fais à fond. Ouais. J'ai arrêté le karaté, ben, j'ai plus jamais fait de karaté. Par exemple. Ça t'a jamais manqué? Non, je passe à autre chose. Tu passes à la boxe? Ah, ben, moi j'aime bien regarder les matchs de boxe. À la voûte oratoire? Ouais, plutôt style oratoire, mais pas laboratoire. J'irai pas sur un ring parce que, putain, quand tu vois les bêtes que c'est, surtout maintenant avec le MMA ou des choses comme ça, là c'est autre chose. De taper quelqu'un qui est par terre. Je vois pas où est le sport là-dedans. Au moins la boxe, quand le gars est par terre, on arrête. Hein. Enfin,
Enfin bref. Et donc j'ai pris cette pizzeria en abandonnant le club de karaté. Et puis j'ai gardé ça 1 an et demi. Et puis entre-temps, j'ai eu un petit local dans la rue Chantecoq, tout près de la porte aux Juifs, mais ça je l'ai su bien après. Il y a tout un symbolisme intéressant dans la porte aux Juifs à Thonon. Et là, j'ai démarré mon petit magasin. Comme je ne savais pas quoi vendre, j'avais mis chez Tony. Puis après, j'ai commencé à vendre des produits orientaux, parce que j'attirais les gens des HLM, des HLM, hein, où j'allais livrer les sacs de semoule de 25 kg et les sacs de couscous de 25 kg dans les HLM. Là, il n'y a pas d'ascenseur. Très chouette d'ailleurs, des bons contacts avec des Maghrébins, quoi, des Algériens, Marocains, Tunisiens, Turcs, quelques Italiens et quelques Français. Et puis comme je m'intéressais quand même au bio, malgré tout, j'ai commencé à acheter du riz complet, des biscottes, bio. Donc tu étais déjà bio à l'époque? Oui, dans les années 73, 74, comme ça. Oui, parce que j'avais été à Lorient, oui, t'avais convaincu. Oui, mais je l'étais déjà grâce à ma blessure, justement. Donc c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est pour ça que tu bénis cette blessure. C'est pour ça que... Tu bénis cette blessure. Eh oui. Quelque part. Oui, il y a quelques blessures dans la vie et c'est ça qui nous fait avancer. Oui, il y a toujours un sens caché dans nos quand blessures, même, hein. Quand on accepte d'aller voir derrière. Oui, absolument. Ça fait mal, évidemment. Ouais. Comme toute blessure. Oui, absolument. Ça t'oblige à prendre un autre chemin, sinon tu crèves. Alors, comment tu es passé du riz complet à la spaghérie? Voilà. Alors, j'ai changé mon enseigne. Donc, il y avait d'abord chez Tony. Ensuite, j'ai mis chez Tony en plus petit, où j'ai mis épicerie orientale. Et puis, comme j'avais de plus en plus de clients, bio, petit à petit, voilà. Et puis, comme je suis italien d'origine, donc je vendais des pâtes. Enfin, j'ai même acheté des machines à pâtes fraîches, comme ça. J'étais le premier à Thonon à avoir des machines à pâtes fraîches. Voilà, premier labo, quoi, on va dire comme ça. Et voilà, donc c'est tout un ensemble. Et puis quand j'ai pris la pizzeria, je l'ai gardé 1 an et demi. J'en avais marre de travailler le soir comme ça. Tu attires des clients des fois. J'ai eu 2-3 bagarres. Karaté ou pas karaté, c'est pas bon, quoi. Les bagarres. Et donc j'ai arrêté, j'ai ouvert ma petite épicerie, donc chez Tony, marché permanent. Puis après, c'est devenu épicerie orientale, chez Tony en petit. Puis avec les produits bio, après j'ai mis produits naturels, épicerie orientale, chez Tony. Chaque fois, je changeais mon enseigne, parce que c'est la clientèle qui fait ton magasin. On ne crée pas d'ashram, c'est l'ashram qui vient à toi. Voilà. On se met en position d'ouverture. Quand je me souviens, il y a des clients, notamment algériens, qui me disaient « Tony, tu n'as pas du ras el hanout ?» Je dis si, j'en ai, mais la semaine prochaine. Je ne savais même pas ce que c'était, je notais tout ce qu'on me disait. Et puis je descendais à Lyon, chez Paul Bensoussan. Et là, je chargeais le camion. Et un jour, dans le Cerdon, comme ça, je suis tombé en panne tellement le camion était lourd. J'ai, sur la route, changé la roue. Mais apparemment, il a fallu que je décharge tout le camion. Il y avait de la morue, j'avais des sacs de 25 kg de morue, des sacs de 25 kg de couscous, etc. Oh là là. Voilà, ça fait partie de l'expérience. Voilà, donc après, j'ai... Oui, ensuite, comment tu passes du riz à la spaghérie, les plantes médicinales, l'hermétisme? Ouais, c'est vrai. Bon, je suis déjà dans le... Voilà. J'avais commencé aussi à m'intéresser à travers le riz complet, les cures de Oshawa, la macrobiotique. Je trouve encore maintenant, même si je ne l'applique pas beaucoup, c'est un peu dommage, mais je trouve que c'est une belle démarche, la macrobiotique. Après, on a dit, ouais, c'est pas bien, le riz complet, les machins, trucs. Ben, tu fais une cure de riz complet avec des légumes et choses comme ça. La santé, elle s'y retrouve. Enfin bon, voilà. Donc il y avait une philosophie derrière, la philosophie yin-yang. Ça m'a passionné, moi qui ai fait du karaté, côté un peu asiatique, quelque chose qui me plaisait bien. Et puis Georges Oshawa, c'est toute la sagesse chinoise, mais lui était japonais. Hein, voilà.
Et donc voilà, par ce biais-là, et puis je te dis, à un moment donné, grâce à ce copain qui me parlait des réincarnations de Rose-Croix, la Pierre, j'ai assisté à la conférence des Rose-Croix d'Or. Et puis après j'ai abandonné parce que j'ai pas aimé ce que j'avais vu dans ce petit temple-là. J'avais l'impression d'être chez des allumés, ce qui était faux, vraiment faux. Mais peut-être qu'inconsciemment ça m'arrangeait bien pour ne pas rentrer. Donc c'était ton premier contact avec la gnose? Absolument, ben, le mot je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis après, donc j'ai pris ce restaurant, après j'ai eu mon épicerie. Et ça a été au moment de l'épicerie, à la fin du restaurant, début de l'épicerie, là, j'ai commencé à bouquiner. Et notamment grâce à un gars, Charlie Schwab, qui avait démarré un magasin bio tout en vrac à Genève, à la Jonction. Et là, ça m'avait relié à nouveau à la Rose-Croix d'Or, parce qu'il y avait des livres de la Rose-Croix d'Or dans son épicerie. Et quand j'ai vu les livres, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait ces livres ici? Il me regarde, il dit, pourquoi ça t'intéresse? Je dis, ben, je les ai connus, je dis, c'est des allumés. Je ne savais pas qu'il était élève. Il me dit, oui, mais lui, il avait un sens pratique. Tu vois. Et c'est par son intermédiaire que j'ai compris qu'il y avait moyen de voir ce travail de l'école de la Rose-Croix d'Or tout à fait en dehors des images dogmatiques qu'on peut se faire. Parce que les images dogmatiques qu'on se fait, en fait, c'est pour justement ne pas s'investir. Alors on va trouver toutes sortes d'excuses, ah, il y a ceci, il y a cela, ce que j'ai fait. Et donc, entre-temps, j'avais pris cette pizzeria, ce restaurant. Et en plein été, un soir, j'étais fatigué, il était 1h du matin, voilà. Je le vois arriver pour manger avec une de ses énièmes conquêtes. Il aimait les femmes. Et il était très très chouette. Et il est venu donc végétarien, tout. Et moi, j'ai toujours été plus ou moins végétarien. Et là, avec le restaurant, de temps en temps, je mangeais un bout de jambon, comme ça, dans la salade. Et voilà, je me suis mis avec eux. Et il m'a simplement dit, ah, tu manges du jambon? Mais il n'y a pas de jugement, simplement, il a fait la remarque. Et ça a percuté en moi, je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne savais plus où j'en étais, en fait. Et il est venu, en fait, un peu pour rallumer quelque chose. Et curieusement, un mois après, les gens de la Rose-Croix d'Or venaient faire une conférence à Thonon. J'y suis allé, et puis le gars qui était à l'entrée, je lui ai dit « Ah mais Charlie, il est là ?» Il m'a dit « Pourquoi? Vous le connaissez ?» Moi, je dis « Oui, je le connaissais, Charlie. » Ben, il est mort d'une crise d'asthme. Ça m'a fait un choc. Tu vois. Et là, j'ai enclenché, j'ai commencé à m'intéresser. Je leur ai proposé de venir faire leur formation dans mon restaurant le jour de la fermeture. Et pendant 7 ou 8 semaines, ils sont venus. Et là, j'ai enclenché. Et là, à partir de ce moment-là, à fond. La Rose-Croix d'Or. Et donc, ça a duré 17 ans. Et puis, au bout de 17 ans, ils m'ont licencié, ils m'ont mis dehors. Et ils ont bien fait, vraiment. Donc, tu étais un expert en Rose-Croix d'Or, si on peut dire. Tu faisais des conférences. Non, on est des éternels élèves. D'accord, mais tu avais une connaissance approfondie. Oui, même tout en à fait. étant un éternel élève. Absolument. Ouais, et ça fait partie de tes bases, oui, ben, qu'on retrouve dans tout ce que j'essaye de ta partager. Littérature. Ouais. Tu sais, il y a des choses fondamentales que tu ne trouves pas ailleurs. Il y a l'idée du microcosme qui englobe le soi supérieur. Donc c'est là où on peut se rendre compte que le soi supérieur n'est pas... Oui, il est divin, mais c'est Lucifer. En fait. C'est un électron. Oui, donc ça serait intéressant qu'on fasse une petite vidéo sur le microcosme. Ah oui, une bonne idée. On va le faire tout à l'heure sur un temps. Et puis, tu as un autre aspect très important, c'est l'atome étincelle d'esprit. Ne pas confondre avec l'atome de chair. Dans une conférence en Valais, il y avait un gars, l'atome, il dit, mais je connais ça, c'est l'atome de chèvre. Ça nous avait désamorcé là. D'accord, donc là on en est... Oui, vas-y. Voilà, tu as le microcosme. Le noyau du microcosme, c'est l'atome étincelle d'esprit, c'est-à-dire une particule qui nous relie encore à l'origine, qui se situerait, d'après le fondateur Eichenborg, M. Jan van Eichenborg, au niveau de la pointe supérieure du ventricule droit du cœur. Hein, et qui correspond tout ça c'est bien l'enseignement de la Rose-Croix d'Or. Ah oui, tu n'as pas ça ailleurs. Des cathares. Alors voilà, et, si tu veux, c'est à la fois la Rose-Croix qui s'est préparée pendant des années, et à un moment donné, il y a le contact avec Antonin Gadal, le patriarche cathare. Et là, il y a la jonction Rose-Croix-cathare.
Donc il y a toute une richesse. L'école est devenue gnostique à ce moment-là, dans les années 50. D'accord. Et Donc, puis toi, un troisième aspect après le microcosme et l'atome étincelle d'esprit, c'est les deux ordres de nature. C'est-à-dire qu'il y a l'ici-bas, l'au-delà, mais tout ça fait partie d'un seul et même monde qui est appelé la dialectique. C'est-à-dire naître, monter, briller, descendre. Donc tout ça, mourir. on peut dire que c'est le noyau Voilà, ces trois notions fondamentales. de ce que tu as pu apprendre en nous. Bon, ça serait intéressant que tu nous en reparles de ces trois Oui, aspects. avec des schémas peut-être, en dessinant. Ouais. Voilà. Donc là, pour rester sur le fil de notre cette discussion. conversation, c'est pas une affaire de... Donc là, à un moment, tu as quitté, tu as été viré de la Rose-Croix d'Or, c'était en quelle année? Eh ben écoute, c'est fou, c'est en septembre 1990. Et 4 mois après, à peu près, il y a un ensemencement de ma femme par moi, et qui va nous donner notre enfant, ma Juliette, qui est à côté, ma petite Juliette. Voilà. Voilà, donc après c'est un autre pan. pan. Oui, mais c'est fou. Tu vois, je prends conscience, enfin j'y ai déjà pensé, mais le fait de quitter cette structure rosicrucienne, à ce moment-là s'enclenche vraiment une étape radicale de ma vie. Voilà, c'est ce que avec je voulais l'arrivée dire. de Juliette. Là, après, il y a un changement. Donc je te propose de fêter ça par un autre café. Le même, après, Daniel, pour toi? Après, on pourra reprendre. Ouais. Bah, écoute, non, peut-être un simple, là. Ah, oui, parce qu'on en est déjà au 3e. Hein. Bah, il faut profiter de la vie. Hein, ouais. Voilà, donc... Bon, on en était où, alors? Donc la naissance de Juliette, donc ça correspond aussi à tes premiers livres? Alors attends, est-ce que c'est avant, ça après? Non, j'avais écrit mon livre à la fin des 17 années que j'ai passées dans la Rose-Croix d'Or. Et donc ils m'en ont exclu, comme je l'ai dit. À cause du livre? Non, curieusement non, enfin je ne pense pas. Le livre s'était bien vendu dans le centre de conférence. Et puis après, certains ont dit, oh là là, il y a quand même une petite critique, c'est curieux, etc. Alors moi, je ne demandais pas mieux qu'on ait une discussion, qu'on ait un débat, qu'on ait quelque chose. Jamais. Et donc, j'ai reçu une lettre un jour, M. Serron, ce serait bien de continuer vos recherches en dehors de l'école de la Rose-Croix d'Or. Écoute, j'ai reçu ça, alors sans peine, sans rien du tout, j'ai trouvé que c'était bien. Je ne suis jamais retourné en arrière. J'ai trouvé que c'était juste. Et là, ça s'est enclenché. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon premier... Ouais, je crois que c'est à cette époque-là que j'ouvre le supermarché bio à Thonon. C'est cette époque-là, vraiment c'est les années 90 comme ça. Et que peu de temps après, il y a Juliette qui naît. Donc à partir de ce moment-là, tu ne fais plus partie d'aucun groupe? Non, j'ai jamais fait partie que de la Rose-Croix d'Or. Et je trouve que c'est moi de ce que j'ai connu, c'est une très très bonne école, une grande école. Et après, donc quand j'ai été sorti, eh bien là, j'ai jamais autant travaillé à ce niveau-là. À écrire? Oui, mais continuer à chercher, à m'intéresser à l'alchimie, parce que je la frôlais. Tu sais, quand tu es dans un groupe comme ça, on te parle d'alchimie, de rose-croix, tu crois que tu le vis parce qu'on te l'a dit. Mais l'alchimie, j'y connaissais rien. L'alchimie, c'était il faut transmuter. Bon, c'est pas ça l'alchimie. Enfin, si, c'est ça, mais alors c'est beaucoup plus large qu'on imagine. C'est pas à toi que je vais faire la leçon. Enfin bref, toujours est-il que j'ai commencé à faire des tas de trucs, des stages avec Jean Hab, je me souviens. On avait visité les grottes cathares, il faisait le parallèle avec l'alchimie du cinabre de Roger Caro. Figure-toi que dans les années 86-87, j'ai rencontré Roger Caro. J'ai rencontré, très chouette comme gars. Bon, il faisait un peu cardinal, un peu évêque, mais chouette comme gars. Il a fait son boulot, c'est un homme gentil. Voilà. Non, moi j'aimais bien la voix du cinabre. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus spirituelle, ça m'a beaucoup apporté, la voix du cinabre. Et je trouvais la voix sèche, la voix des Creusets plus
plus sèche, quoi. Enfin, moins compréhensible pour moi, surtout que ceux qui en parlaient, pour moi, c'est une grande confusion. Et puis, petit à petit, de rencontre en rencontre, voilà, j'ai pu, la personne avec qui je fais les stages de pratique que j'ai rencontré il y a, ça date de l'époque de Juliette, donc dans les années 92 peut-être, 91-92. Et au moment où Juliette arrive, j'ai vendu tous mes magasins. J'avais un magasin au centre-ville de 100 mètres carrés, j'étais numéro 1 à Thonon, et le supermarché à l'extérieur. Et du jour au lendemain, j'ai tout vendu. Et j'ai vendu notamment à un gars qui disait « mais non, ça ne marchera jamais les supermarchés ». Puis il a regretté d'avoir acheté uniquement le magasin du centre-ville. Parce qu'après, la concurrence a commencé à arriver. Mais enfin bon, moi j'étais en dehors de ça. Juliette qui arrivait, donc c'est quand même une sacrée expérience, puisqu'elle a quelque chose de différent, de chouette, quoi. Vraiment, il faut comprendre ça. Et moi, l'arrivée de Juliette fait que je vends tous les magasins avec sa maman, on était ensemble bien sûr, et que je me suis fait embaucher dans un laboratoire spagyrique. Donc c'est là où tu as démarré la spagyrie? Oui. Est-ce que tu t'y intéressais avant? Oui, je m'y intéressais, mais de manière théorique. J'ai jamais trop fait de pratique. Enfin si, je bricolais des trucs, voilà. Mais ça n'allait vraiment pas bien loin. J'étais assez teinté de Steiner, d'anthroposophie, les plantes, des choses comme ça. Mais vraiment le processus spagyrique, il n'était pas intégré. Je l'avais dans la tête, mais ça n'allait pas plus loin. Et donc à ce moment-là, j'ai été embauché, puis je me suis rendu compte que j'étais tombé sur une équipe d'arnaqueurs. Premier mois pas payé, deuxième mois pas payé, troisième mois pas payé, alors que j'avais une famille, dont une petite fille qui venait d'arriver, etc. Et curieusement, on n'avait pas peur, une grande force. Et puis ils ont fait faillite, donc je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie au chômage. J'ai jamais autant travaillé que cette époque-là, au chômage. Enfin bon, avec les magasins, je travaillais beaucoup, hein. Tu sais, c'était 10-11 heures par jour. Eh bien, on calcinait avec mes enfants, tout ça. On a fait toute une démarche avec notre petite Juju qui était là dans les bras. On a fait ça en famille et ça a donné les bases d'Elixalp. Donc ça a démarré avec pas grand-chose, en fait. On a démarré, on voulait vendre des vins aromatiques, on faisait goûter. Tu goûtais le premier, le deuxième, je faisais venir des copains comme ça. Puis au bout du 10e, 11e, on ne savait plus. Je prenais des notes au début, puis après tu ne pouvais plus. Parce que moi qui n'étais pas du tout habitué à boire de l'alcool, j'en buvais un petit peu comme ça. Partais tout de suite. Donc la spagyrie est arrivée à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, ça correspond à Juliette. Le labo, c'est Juliette. Pourquoi? Parce que l'arrivée d'un enfant comme Juliette m'a chaotisé. Pas que moi d'ailleurs. Le chaos. Et c'est là où j'ai pu intégrer ce que les alchimistes appelaient le chaos. C'est-à-dire c'est le feu secret. Curieusement, c'est un chaos. Une chaotisation. Donc, chaos, c'est-à-dire retrouver un ordre avant l'ordre. Un pré-ordre. Et un rien, un tout, peu importe, après on peut mettre tous les mots qu'on veut, un vacuum. Et comment tu fais pour retrouver ce vacuum? Intérieurement, moi c'est arrivé à travers Juliette. En fait, l'arrivée de Juliette, c'est un peu comme si c'était l'image ultime qui se met sur un puzzle. Et là, je vois toute la figure qui arrive. Là, je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai le noyau. On peut rapprocher ça de l'atome étincelle d'esprit dont parlait Jan van Reichenborch dans la Rose Croix d'Or. Moi, je l'ai rapproché un peu de ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Hein, ce dont parle Reichenborch, on peut l'assimiler à la Sophia, la sagesse du cœur. Mais en fait, le PCI, principe chaotique inoubliable, donc le chaos, est relié à Epinoia. Epinoia, c'est le cœur du cœur, c'est le centre de l'atome étincelle d'esprit. C'est pas du tout. Ça, c'est un thème qu'on abordera aussi. Oui, oui, oui. Et ça, c'est. J'avais pas cette notion-là au début. Hein. C'est avec il faut répéter, radoter. D'où bonne pédagogie. L'importance. Donc on en reparlera. D'être un artiste qui ose répéter. Donc, à partir de ça, donc de la naissance de Juliette, on peut dire que tout s'est éclairci. Tu as une vision globale. Claire et globale de ta philosophie. Voilà, et le global vient du microcosme.
Quand on parle du global, c'est que ça vient de notre microcosme. Et pour avoir le microcosme, cette sphère qui ferait 18 mètres de diamètre et qui englobe tout l'ici-bas, tout l'au-delà, les macrocosmes, l'ici-bas c'est l'infiniment grand, l'au-delà l'infiniment petit, et bien ces infiniments sont le macrocosme. Et le macrocosme est contenu dans le microcosme. Voilà, ça c'est... et pas l'inverse. L'homme n'est pas contenu dans Dieu, c'est Dieu qui est dans l'homme. Et c'est l'homme qui l'abrite, l'homme microcosme. Donc à partir de ce moment-là, on a une vision vraiment globale, quoi. Cette vision, tu l'as développée dans des livres. Tu peux nous égrener. Le premier livre que j'ai écrit, j'étais encore dans Rose Croix d'Or, c'était la Sphinx en pyramide. Là, j'ai commencé à parler d'alchimie, mais je n'avais pas les notions que j'ai maintenant. Je tâtonnais. Mais bon, avec le recul, je me rends compte que c'était pas si bête que ça. Bah, tu l'as quand même réédité. Et je l'ai réédité, c'est vrai. On me l'a demandé. C'est pas le gros succès de librairie, bien évidemment. J'ai aucun gros succès de librairie. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, avec le recul, je me dis, je serais reconnu, bah, tu es bloqué. Tu es bloqué à vouloir reproduire. Alors que là, j'ai pas beaucoup de lecteurs. J'ai du stock, hein, au cas où, j'ai du stock pas cher, pas cher. Ensuite, vas-y, bois ton café, je t'en prie. J'ai le droit? Ouais. Bois. Tu peux nous parler de tes autres livres brièvement, simplement les citer? Oui, bah le premier, c'était donc Sphinx en pyramide. Après, donc, vient le bouleversement, je quitte l'école, Juliette surtout, qui arrive, je commence des stages, et là je rencontre un gars qui parle, avec le temps, je rencontre un gars dans un stage, et on avait plus ou moins sympathisé. Puis je l'ai revu à un autre stage, et là on a vraiment eu un contact où j'ai dit voilà, je suis en train de monter mon labo. Et lui savait comment faire aussi, mais il était plus du côté thérapeute que producteur, quoi, voilà. Et à ce moment-là, il m'a dit tu comptes écrire? Je dis non, j'ai écrit Sphinx en pyramide, j'ai tout mis dedans, j'écrirai pas d'autres livres. Et il m'a dit, pour ton labo, tu seras obligé de donner des éléments sur les élixirs que tu vas fabriquer. Tout ça. Je dis, oui, c'est vrai. Voilà, en fait, je me suis pris au jeu et puis j'ai commencé à écrire. J'ai toujours écrit. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, c'est vrai. Et puisque tu as 2 livres en préparation. Ouais. Et puis ce gars-là, c'était au tout début des ordinateurs. Alors je ne sais pas dans quelles années ça se passe. C'était il y a 27, 28 ans. Eh bien, donc dans les années 91-92, et il a acheté, je crois, par correspondance, il a acheté ordinateur, Mac, il a tout monté lui-même, et puis ça a été le gars qui m'a fait mes livres, en fait, comment on appelle ça, graphiste, les schémas, etc. Voilà. Et c'est avec lui qu'on fait les stages d'alchimie pratique. Voilà, donc ça c'était une rencontre importante, ça m'a beaucoup et ça m'aide beaucoup. C'est lui le fameux Max Lafort? Oui, bon, il n'aime pas qu'on donne son nom. Que personne ne connaît. Oui, mais il ne veut pas être connu, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu spécial, hein. Il faudrait que je te le présente, il est un peu spécial. Spécial dans quel sens? Bon, il y a une intégrité en lui, et voilà, bon, il est le premier à me dire, mais on ne comprend rien de ce que tu dis, mais des fois j'ai envie de lui dire que moi non plus je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Enfin bref, c'est une belle rencontre et ça permet de s'enrichir. C'est pas lui qui te dit que tu radotes? Oui, comme toi, tiens, pareil, il parle un petit peu comme toi. Et donc on se retrouve de temps en temps. Devant un café? Voilà. Ouais, bah tiens, comme maintenant. Il y a des parallèles intéressants à faire. Et voilà, donc, et puis bon, bah, j'ai eu de la chance, j'avais un ami qui était représentant en bio, qui venait de monter sa boîte à ce moment-là, Eric Favre, et qui m'a dit, mais c'est quoi la spagyrie, tout ça? Alors j'ai essayé de lui expliquer, et lui, ce qu'il a touché, c'est le mot chaos. Curieusement, il me le rappelle encore 30 ans après. Et bon, c'est un culturiste, tout ça, bon, voilà. Mais un gars honnête, chouette. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai connu de cette personne, on se voit très très peu parce qu'il a eu quelques soucis. Mais là, je pense qu'on va se revoir. C'est un mec que j'aime bien.
Et il m'a commandé des macérations spagyriques. Ça a été mis en ampoule et ça nous a lancé financièrement. On a commencé à avoir des petites commandes. Après, j'ai créé ma petite gamme, etc. Et voilà. Donc, je vis de ça depuis 28 ou 30 ans, quoi. Donc, c'est beaucoup de chance. Voilà, donc quelques livres. Et quelques livres, donc après, évidemment... dont le dernier, c'était sur la Grande Place de Bruxelles. Oui, tout à fait. Et puis, oui, et puis, ce qu'il y a, c'est que... T'aimes les livres lourds, quand même. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme toi, où on sort en sandales, pieds nus, parce que si tu prends un angle du livre sur le pied, ça fait mal. Non, mais là, c'est aussi la rencontre avec Jacques Pialou. Ça, c'est fondamental pour moi. Paracelse, bien sûr, avec les 4 piliers du médecin, les 5 entités de la maladie. Hein, voilà. Mais Paracelse, c'est compliqué aussi. Et Pialou, qui est tout aussi compliqué, mais là, lui, je l'ai rencontré, on a travaillé un petit peu ensemble, et là, il m'a donné une richesse extraordinaire au niveau du yiking, du tarot, des lettres hébraïques. C'est un homme de synthèse, et j'adore... Donc à partir de là, tu avais tous les éléments pour construire ce que tu appelles ta philosophie. Oui, et puis les stages et tout ça, quoi. D'accord. Ouais, ça a permis tout ça. Et on arrive en 2020 où... Ouais. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'honneur de bénéficier du coronavirus. Non, là, j'y comprends pas grand-chose. Bon, on va pas aborder ce sujet. Non, mais disons que c'est quand même une période... C'est une période de chaotisation. Oui, mais extérieure. Alors, s'il y a un minimum de chaotisation intérieure qui le précède, on traverse. Bon. Peut-être bien esquinté, mais on traverse. Ouais. Écoute, on va conclure là-dessus, sur ces paroles d'espoir. Ouais. Après tout... Avec ma Juju.